On va de retour avec Fred et Rachel Chagnon aujourd'hui pour justement parler de démocratie. Pourquoi se faire élire député en 2015? On sait que les lignes de parti au Canada peuvent être assez fortes. Alors Fred, à toi la première question, pourquoi être député en 2015? C'est une bonne question, hein? Ouais. Faudrait leur demander. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui souhaitent aspirer à un rôle de ministre, éventuellement. Idéalement, un rôle de premier ministre. En fait, j'ai jamais connu un député qui ne pensait pas être capable d'être ministre. J'ai jamais connu un ministre qui ne pensait pas être capable d'être premier ministre. Okay. Actuellement, je pense qu'il y a un déficit démocratique fort au Parlement, dans l'optique où, de toute évidence, le pouvoir est centralisé au bureau du premier ministre et aussi au conseil privé. Ce qui fait que, malheureusement, le député fait figure, à vrai dire, de... Quoi, de plante verte? De plante verte. On réentend souvent ce mot-là, mais c'est pas dénué de sens, Rachel, parce qu'on vit dans un système où l'exécutif, ceux qui appliquent les lois, et le législatif, ceux qui font les lois, sont mêlés ensemble. Héritage parlementaire britannique. Le gouvernement est choisi parmi la majorité des parlementaires. Ça, à l'origine, c'était supposé assurer la mainmise des parlementaires sur le gouvernement, mais malheureusement, dans les faits, depuis la mise en place des disciplines de parti, ça assure la mainmise du gouvernement sur les parlementaires, et d'où le problème. Et d'où le fait aussi que beaucoup de députés préfèrent ne pas siéger au Parlement. On a un phénomène de plus en plus important où il faut pratiquement menacer les députés pour qu'ils viennent au Parlement. Ils préfèrent rester dans leur comté. Est-ce qu'ils se sentent plus utiles? Oui, ben c'est ça. Avec raison, d'ailleurs. OK, parce que ce que ça amène comme question, en fait, théoriquement, un député peut déposer lui-même un projet de loi à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça arrive beaucoup dans les faits? Le terme clé ici, dans ton propos, c'est théoriquement. Okay. Parce que je ne connais pas un député qui va déposer un projet à l'encontre de la volonté de son chef. Ça prend l'approbation formelle, celle-ci arrivant assez rarement. Par ailleurs, ce qui fait en sorte que le député fait quoi? Le député vote, comme tu disais, bon, selon la ligne de parti, c'est-à-dire en faveur des positions du gouvernement ou du parti d'opposition auquel il fait partie. Mais pour le reste, la contribution au débat, ce que je peux voir actuellement, peut-être, c'est une contribution au sein des commissions parlementaires ou des comités parlementaires à Ottawa. Lorsque vous avez un député qui est considéré comme étant un spécialiste dans un domaine, là, je pense qu'on peut apporter quelque chose. Sauf que dans ces comités-là, ces commissions-là, de toute manière, il y a de toute évidence des experts qui viennent néanmoins. Donc, cette personne-là, qui est devenue députée, aurait pu, si elle était réellement expert, participer autrement. Donc, à vrai dire, le rôle du député, comme on se répète un peu, là, mais visiblement, aujourd'hui, en démocratie canadienne, je ne suis pas certain. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager, Rachel? Est-ce qu'il y aurait des solutions qu'on pourrait mettre en place maintenant, tout de suite, sans évidemment ouvrir un débat constitutionnel? Il faudrait la volonté des partis politiques. Parce que, en fait, les politiciens, les députés se polissent eux-mêmes. C'est leur privilège de parlementaire de décider entre eux les règles qui les régissent. Il y a eu des époques où les députés avaient plus de latitude. Il y a des partis qui sont beaucoup plus tolérants à l'égard de leurs députés, où on laisse le député déposer une pétition. Il y a eu un cas de ce député du Bloc qui, pendant des années, déposait une loi pour réhabiliter Louis Riel. Et bon, et ça, c'était... Il n'avait pas demandé la permission de personne, mais bon, c'était son truc et on le laissait faire. Et dans les commissions parlementaires, les députés ont déjà eu beaucoup de latitude. Certains partis politiques, on ne les nommera pas, ont amené avec eux une extrême politisation puis une extrême discipline de parti, même dans les commissions parlementaires, et ont fait le choix stratégique de ne laisser aucune latitude à leurs députés avec le consentement de leurs députés, parce que c'est un problème d'équipe. Je veux dire, le chef est aussi autocratique que ses fidèles ou que lui permettent de l'être. Je me fais l'avocat du diable, là, mais on a au Canada une démocratie où c'est, par exemple, assez simple, ça se fait rondement de voter un projet de loi, de le faire passer, de l'appliquer en loi et d'appliquer cette loi-là, alors qu'aux États-Unis, par exemple, on voit souvent des débats qui n'en finissent plus de durer parce que c'est bloqué soit au Congrès, soit au Sénat, ou encore le président américain va déposer son veto. Qu'est-ce qui est le mieux dans tous les cas? Une démocratie bloquée par la démocratie ou... Bien, c'est parce que dans tous les cas, aux États-Unis, tu as réellement ce qu'on appelle le check and balance, où la séparation des pouvoirs s'exerce de manière effective. Au Canada, c'est ce qu'on souhaitait au début. Visiblement, c'est pas le cas. Si on se pose la question aujourd'hui avec le gouvernement Harper qui est en place, en tout cas, je ne sais pas à quel moment l'émission va passer, mais si c'est avant le 19 octobre, le premier ministre encore Harper, quels sont les remparts face au pouvoir du premier ministre et du bureau du premier ministre au Canada? Est-ce que c'est le Sénat? Je pense pas. Est-ce que c'est la Chambre des communes? Je pense pas. Est-ce que c'est le vérificateur général? Pas plus qu'il faut. Est-ce que c'est Radio-Canada? De moins en moins. Donc, il reste quoi?
quel est ce contrepoids qui est nécessaire à une démocratie? Il n'existe pas. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, puis j'ajouterais peut-être que la volonté, à mon sens, devra venir d'un prochain premier ministre, qui, lui, voudra démocratiser peut-être davantage la vie parlementaire. Paul Martin en avait parlé, bon, c'était resté sous la rubrique vœux pieux, là, mais quand même, parce qu'on se rappelle que c'est Pierre Trudeau qui avait construit cette tendance-là en disant, ben mes ministres sont un peu morons, disons-le franchement. Je leur fais pas confiance, donc je centralise la prise de décision à partir du conseil privé et du bureau du premier ministre. Mais le problème, c'est que la tendance s'est accentuée depuis. C'est accentué. Il y a certains qui disent même que le premier ministre au Canada est un monarque élu. Est-ce que c'est trop exagéré? Bien, à partir du moment où, une fois qu'il est arrivé en poste, pratiquement personne ne peut le remettre en question parce que, justement, ces députés ne le feront pas, parce que l'opposition n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on prive de plus en plus les autres institutions de leur habilité à le faire efficacement. Que peut-on faire? À part la sanction des urnes, qu'est-ce qui nous reste lorsqu'on a un ministre un premier ministre, qui a un rapport vague et contradictoire avec l'État de droit, avec la démocratie elle-même, nous le dit lui-même qu'il a une confiance limitée dans la démocratie, ne parle pas aux journalistes. Mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un qu'on connaît? Donc, que peut-on faire? Et c'est le régime parlementaire lui-même qui est à questionner, parce que même si on avait un premier ministre qui, demain matin, ferait preuve de meilleure volonté, puis on l'espère, on le souhaite, il n'y a rien qui empêche que ça pourrait revenir dans les extrêmes contraires. Donc, il y a la question de la volonté politique, mais il y a la question du système. Mais à vrai dire, là-dessus, je suis d'accord avec ça, mais j'ai comme l'impression, en fait, j'ai la certitude que jamais un premier ministre est allé aussi loin dans les respects des institutions que Stephen Harper. Et ça passe aussi pour les respects du Parlement. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est très rapidement, c'est, dans le fond, c'est une Cour suprême qui a remis en cause la plupart des décisions du gouvernement, finalement. Ça a été la Cour suprême, ça n'a pas été le Sénat. Et qu'est-ce que fait Harper avec les décisions de la Cour suprême qui lui étaient systématiquement ou presque défavorables? Bien, il critiquait. Quand il les ignore pas totalement. Amir Kader, on a ignoré la Cour suprême. Elle a rendu hommage. J'ai fait une contraction, un lapsus. Mais dans le cas de Kader, c'est flagrant. Je veux dire, la Cour suprême dit blanc, le gouvernement fait noir et on ne peut rien faire. J'enseigne le droit constitutionnel. Mes étudiants me demandent souvent, mais qu'est-ce qui arrive quand le gouvernement ne fait pas ce que la Cour suprême demande? Bien, il n'arrive à rien. Il n'arrive à rien. Parce que la question d'État de droit, c'est une question de confiance. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous invite à visiter le blog de Socky pour en apprendre plus sur le sujet qui a été abordé précédemment à l'émission. Quant à moi, je vous laisse à Fred Dubé. À la semaine prochaine.